À tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par Questit. Si vous êtes avec nous ce jour, c'est que vous avez pris part à la session du 25 janvier et que vous souhaitez revenir sur certains points où vous n'avez pas pu y assister ou avez tout simplement vu la dernière communication annonçant le replay. Dans tous les cas, bienvenue à vous. Ce webinaire, donc est animé, par moi-même, Micheline Kabungo, en charge de la communication au sein du groupe Questit, mais également par Hortense Pelé, qui est membre, de l'équipe communication et également par, Marc Achaïne, que vous connaissez sans doute, en tant qu'animateur, du blog La Taverne du Testeur, et qui est également pour Questit le directeur du pôle conseil et formation. Donc vous avez sans doute également, vu Marc en conférencier, ou formateur. Pour, cette, 1re session, ce premier webinaire de l'année, pour Questit, nous avons décidé de l'organiser, de le structurer, de manière un peu différente, sous forme, de questions-réponses. Cela nous permet en fait de couvrir plusieurs sujets, notamment un petit retour, en 2023, sur, les faits, marquants, hein, de l'année, ce qui était attendu, mais également un aperçu, des nouveaux enjeux, de 2024, comme, l'accessibilité, par exemple. Vous aurez, un aperçu de tous ces sujets, dans l'enregistrement, qui suit. Je vous souhaite donc un bon visionnage et n'hésitez pas, si vous avez une question ou des questions, suite, au webinaire, à nous contacter, à l'adresse email qui sera indiquée en fin, de webinaire. Bon visionnage à tous. Rentrer directement dans le sujet et m'adresser, donc à Marc, directement. Donc on va explorer un peu l'année 2023 et globalement, qu'as-tu constaté, dans le domaine du test? Quels sont, pour toi, les faits marquants, de cette année, et des points vraiment à souligner, heu, en tout cas dans le domaine du test en 2023? L'année 2023 a été très riche. Néanmoins, si je devais retenir 2 faits marquants de 2023, ça serait, la multiplicité des compétences que l'on demande, pour faire des produits de qualité. De la sécurité, de l'accessibilité, de la performance, réussir à faire des tests, API, faire les bons tests, être capable de mettre en place des stratégies, travailler dans différentes méthodologies. On demande tout ça pour faire un produit de qualité et ça ne fait qu'augmenter. Le deuxième, c'est que la technologie, les logiciels ont dépassé nos connaissances. Il y a l'exemple, de l'IA évidemment avec, ChatGPT qui est sorti en début d'année dernière. Concrètement, on ne sait pas bien, on ne sait pas encore vraiment tester de l'IA, quelles sont ses faiblesses, quels sont ses points faibles. Il y a eu des belles présentations l'année dernière à la JFTL sur le sujet, mais on voit que c'est encore un marché de niche avec des spécialistes alors que l'IA se développe. Je parle pour l'IA, mais ce n'est pas le cas que pour l'IA. C'est le cas aussi sur les architectures qui sont de plus en plus complexes et beaucoup d'autres sujets. Super. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses, Marc. C'est vrai qu'on assiste, à une explosion dans le milieu du numérique, et je vais rebondir donc sur le premier élément que tu as donné, la recherche de compétences multiples. Alors pour toi, quelles sont donc les compétences qui ont été, les plus demandées en 2023 et qui vont donc être la tendance pour, l'année à venir? Alors, j'ai écrit un article sur le sujet. Pour moi, les compétences les plus demandées actuellement sont essentiellement des compétences techniques, c'est-à-dire la capacité de bien automatiser des tests et tester des API. Néanmoins, il y a quelque chose de très important aussi, c'est, le BDD, les méthodologies agiles, être capable de tester en agile. Ça, pour moi, c'est les 3 plus importantes. Mais, les notions de performance restent très importantes. L'accessibilité est en train de devenir une priorité avec la RG2A. On a de plus en plus vraiment d'éléments différents qui vont faire qu'il faut travailler sur des sujets, dans des contextes parfois de niche, mais il faut ses connaissances et ses compétences. Et est-ce que pour toi, sur ces compétences qui sont du coup de plus en plus demandées, les organismes de formation, ils arrivent à suivre? Est-ce qu'ils arrivent à proposer, des formations qui répondent à ces besoins-là, assez spécifiques?
Alors, il y a beaucoup d'organismes de formation, beaucoup de formations. Ces organismes s'adaptent constamment, notamment un travail que l'on fait actuellement pour restructurer le catalogue de formation à Quest Academy. Il y a d'autres organismes que Quest Academy, évidemment. Donc, généralement, on trouve des formations qui vont répondre à la plupart de nos besoins. Néanmoins, faire une formation, c'est long, ça demande un investissement. Et ensuite, il faut avoir un public qui veut passer ces formations et qui est capable de les payer. Donc, les formations seules ne vont pas répondre à tout, malheureusement. Mais vont répondre à un nombre assez important de problématiques. Bah, écoutez, j'invite nos auditeurs à s'inscrire dès à présent pour leur formation, vu qu'on a quand même une année 2024 qui va être bien dynamique. Pour terminer sur le sujet des compétences, on a préparé 5 questions assez rapides que nos éditeurs peuvent se Mmh. poser et pour lesquelles la réponse n'est pas nécessairement évidente. Donc, pour chaque question, on t'a mis 2 propositions et il te faudra choisir laquelle des 2 te semble la mieux, avec une justification assez rapide. Donc, la première, est-ce que pour toi, il faut tout apprendre ou se spécialiser? Il faut se spécialiser, c'est impossible de tout apprendre. Celui qui sait tout ne sait rien, en fait. On peut se spécialiser, par contre, sur plusieurs éléments, plusieurs sujets. OK. La deuxième question, est-ce qu'il faut plutôt une formation individuelle pour toi, ou alors plutôt compter sur l'intelligence, collective? Les 2 sont complémentaires. C'est important de se former de son côté, mais c'est aussi très important, d'échanger. Les autres nous apportent énormément. Très bien. 3e question, est-ce que tu es pour les certifications ISTQB ou plutôt, tu trouves qu'elles ne sont pas nécessairement pertinentes? Alors moi, je suis pour. Mais ensuite, il faut connaître les objectifs. Elles vont répondre à certains objectifs et pas à tous. Voilà. D'accord. Tu un bah, alors du coup, ça rejoint la question d'après. Mmh. Est-ce que pour toi, tu serais plutôt sur, la formation tu suggérerais plutôt de se Mmh. former pour, testeur technique agile ou pour test manager? Actuellement, testeur technique agile, sans aucune hésitation, parce que la OK, test manager est un peu vieillissante, mais une nouvelle version arrivera en 2024. d'accord et ma dernière question, est-ce qu'il vaut mieux un outil open source ou plutôt un éditeur? Ça m'est égal, ça dépend du contexte. Par contre, d'un point de vue éco-conception, heu, il faut prendre de l'open source. C'est ce qui est préconisé par le RGESN. OK, merci beaucoup pour ces réponses. Je laisse, la main à Micheline. Merci beaucoup. Je vais rebondir, sur, les justement les réponses que tu as données, à la première question qu'on t'a posée sur les faits marquants, de 2023. Donc tu as parlé, de la multiplicité des compétences qui est un besoin, et donc, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais en tout cas si, les personnes présentes ont des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Mais tu as également mentionné la partie technologie, le fait qu'on est arrivé à un stade où, la technologie, dépasse notre niveau de connaissance. L'IA, je pense que c'est un bel exemple, et donc ça présente, des nouveaux défis, pour, toute personne, qui travaille sur le sujet et donc ici, les testeurs. Est-ce que tu as, une idée un peu des types de défis, rencontrés, notamment liés au sujet de l'IA, peut-être des exemples qu'on t'a donnés, Mmh. ou même que tu as vus par toi-même, tout simplement, sur l'intelligence Alors, artificielle? l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très complexe. C'est déjà quelque chose où on ne connaît pas vraiment le périmètre de ce qui va être fait, donc à tester, ça va être compliqué et une intelligence artificielle ne doit pas répondre forcément une sortie B à une entrée A. Ça va rendre, vraiment les tests compliqués. Il faut savoir comment entraîner, il faut beaucoup travailler sur les données, se demander si les algorithmes que l'on a pris étaient les bons, vérifier, les résultats et aussi, l'intelligence artificielle va avoir des bugs qui ne sont pas des bugs humains, donc auxquels on ne va pas penser forcément. Il y a pas mal d'exemples qui sont donnés. Moi, j'en ai un qui m'a été donné récemment par un ami sur, l'armée, voilà, qui voulait une intelligence artificielle pour, savoir si, sur un champ de bataille, les chars étaient des chars amis ou des chars ennemis, savoir si on les explose avec des drones ou pas. Ils ont fait, avec, des grands nombres de données, de photos et autres et ils se sont aperçus que, après quand ils l'ont mis en marche, que ça marchait pas du tout.
Et ils ont vu pourquoi. C'est toutes les photos qu'ils avaient mises de chars amis étaient par beau temps, comme le soleil qui me va dans les yeux là. Et toutes les photos de chars ennemis étaient par mauvais temps avec du nuage et autres. Du coup, en fait, leur intelligence artificielle leur disait juste s'il faisait beau ou s'il faisait moche. Voilà. Ce qui n'était pas très pratique. Donc ça, c'est des problèmes que l'on peut avoir. Il y a un exemple avec les huskies et les loups. Et finalement, il disait que c'était des loups que quand il y a de la neige. Il faut faire attention. C'est des choses auxquelles nous, on ne va pas penser parce que ça nous paraît évident, mais ce n'est pas évident pour une machine, pour une intelligence artificielle. Donc, ça fait partie des éléments qu'il faut savoir aller tester. Et sinon, il y a eu pas mal de scandales qui sont sortis sur l'intelligence artificielle. Alors, on donne souvent l'exemple de remise en liberté aux États-Unis. On a aussi eu la détection des fraudes aux Pays-Bas, qui date de 2021 ou 2022, où fraude aux allocations sociales, des personnes étaient détectées comme fraudeuses alors qu'elles ne l'étaient pas et étaient condamnées à rembourser, et ça a entraîné des suicides. Voilà. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas se reposer sur l'IA. L'IA doit toujours c'est une aide à la décision, c'est pas elle qui doit prendre la décision. Il faut se rappeler qu'elle peut avoir tort. Comme un humain, hein. Un humain, il peut avoir tort, c'est important de faire des revues et d'échanger. Mais je me permets juste de rebondir sur un point parce que tu dis: il faut savoir comment tester». Mais ça peut être justement un peu complexe, de savoir comment tester, surtout quand on est face à une plateforme comme, ChatGPT où, il y a pas mal de mystères aussi qui entourent cette plateforme. Donc en fait, comment on peut, solutionner ce point, ce manque de Alors, connaissances et parfois de compétences? alors, le mystère est un gros problème de l'IA. C'est pour ça que l'UE parle d'IA de confiance, où justement il y a une transparence et prône pour de l'open source. Donc il y a un LLM, donc Large Language Model, donc qui fonctionne, ChatGPT est le représentant le plus connu, mais français, qui s'appelle Mistral B, qui est open source, qui va être plus spécialisé. Donc on va entraîner, ça va demander moins de ressources, et qui va être très performant. Donc là-dessus, c'est plus simple pour savoir ce que ça va faire. Et ensuite, savoir ce que l'on doit tester, c'est vraiment l'expérience et certaines formations qui vont permettre de le proposer. Voilà. Normalement, Kesti devrait bientôt proposer, en partenariat avec Smart Testing, une formation justement pratique sur le test d'IA, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, et pouvoir comparer des outils justement comme Mistral, ChatGPT, Bard, etc. D'accord. Et pour rester justement pas sur ce thème, on voit que on peut remarquer que on va dire l'évolution technologique, elle nous pousse un peu à nous recentrer, sur d'autres aspects. Et par d'autres aspects, j'entends, parfois l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut aider, le créateur, enfin le développeur, le testeur du logiciel? Qu'est-ce qui peut, le simplifier, la création? Comment, justement, assurer, le bien-être de l'utilisateur et comment garantir, ou intégrer des aspects, ce qu'on peut dire un peu enfin environnementaux ou écologiques plutôt, dans la partie IT. Donc c'est un peu, revenir un peu à l'essentiel. On avance, mais en même temps, on se dit: «Bon, bah, peut-être qu'il faudrait revenir au point essentiel, du développement logiciel». Et en regardant un peu, justement ce que tes dernières conférences, on a vu que tu mettais beaucoup l'accent sur, un concept que tu appelles la qualité durable. Et donc j'allais te proposer d'expliquer un peu plus parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec cette notion. Donc je te laisse, expliquer en détail, qu'est-ce que tu appelles la qualité durable, en fait? Avec plaisir. Donc déjà, pour revenir maintenant, les services numériques, heu, les possibilités sont sont quasiment infinies, et c'est un peu, comme quand on arrive en test, les tests exhaustifs sont impossibles. Il va falloir savoir ce que l'on va tester. Donc pour savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on veut développer, c'est important de se recentrer sur la notion de valeur, et de valeur pour moi sur la durée. Le plus dur, c'est pas comme un sportif de haut niveau, c'est pas d'être de qualité, c'est d'être de qualité sur la durée, c'est de tenir dans le temps. Donc la qualité durable, c'est aussi ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Dans le numérique, 3 grosses problématiques, et si on et on est obligé de répondre à ces problématiques. La première, sur tout ce qui est environnemental, le numérique, prend de plus en plus, d'énergie, consomme de plus en plus, de ressources.
Le numérique qui était présenté comme une solution est en fait un élément important du problème de par la manière où il est utilisé. Est-ce qu'on consomme bien les ressources? Est-ce que on, on propose des logiciels qui devraient tourner sur des plus anciens terminaux, mais qu'on n'a pas fait les efforts pour que cela se passe comme ceci? Beaucoup de questions qui sont posées par le RGESN au niveau éco-conception qui sont importantes euh, de mettre en place. On est dans un monde, euh, et si on veut continuer à vivre dans ce monde, il va falloir qu'il reste viable et viable pour le plus grand nombre de personnes possible. Une autre problématique, c'est ce que j'appelle le bien-être des créateurs, les personnes qui contribuent à la création des services numériques. On, on remarque malheureusement, par exemple dans les équipes agiles, des rythmes qui sont trop soutenus, on pousse les personnes à faire du quick and dirty. Ces gens, au bout d'un moment, en fait, ont des objectifs qu'ils n'arrivent pas à tenir, qu'ils savent qu'ils ne tiendront pas, ne sont pas fiers de ce qu'ils proposent. Et cela crée deux phénomènes. Le burn-out, donc les gens partent en arrêt maladie, n'en peuvent plus et veulent changer de carrière. Le désengagement. Le désengagement, c'est de toute façon, je ne peux pas y arriver. Donc moi, j'ai ma paye à la fin du mois, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne vais pas faire plus, je ne vais pas m'engager dans mon métier. Ça, c'est un vrai problème et cette notion de fierté. Il y avait un reportage il n'y a pas très longtemps quand j'écoutais la radio et il parlait de SFR. Et depuis l'arrivée, donc avant que Drahi arrive, ils étaient très fiers de dire qu'ils travaillaient chez SFR. Et ce que disait la personne interviewée, c'est maintenant, depuis qu'il y a Drahi, avec tous les changements qu'il y a eu, la baisse de qualité et autres, quand on me demande ce que je fais, je dis que je travaille pour une entreprise de télécommunications. Ils ne parlent plus de SFR parce que les gens leur disent, ben voilà, SFR, la qualité, c'est pas bien, j'ai ceci, j'ai cela comme problème, et se font pointer du doigt. Voilà. Donc, cette fierté aussi est importante et permet de bien évoluer. Enfin, il faut se rappeler que les services numériques portent bien leur nom, c'est des services. Et du coup, c'est des outils qui doivent être là pour aider et être pensés pour les utilisateurs. Malheureusement, il y a certaines dérives que l'on peut observer, où au final, c'est on a de l'argent à gagner, comment à faire pour le vendre? En fait, c'est pas ça. C'est de quoi les personnes ont besoin, comment on peut les accompagner et qu'est-ce qu'on va leur proposer pour répondre à ce besoin. Toutes les notions que j'exècre comme l'économie de l'attention, notre principal concurrent, c'est le sommeil, donc il faut que les gens dorment moins, comme ça ils vont plus regarder nos pubs. Peut-être, sauf que si les gens dorment moins, ils sont malades. Euh, j'ai remarqué en 2018, avec la Coupe du Monde, où les matchs étaient 1 heure en avance, que c'était le moment où les gens étaient le moins fatigués au travail, où ils se sentaient le mieux, où ils étaient le plus productifs. Pourquoi? Parce que ils regardaient tous le match, et à 22h30, ils se couchaient, et 22h30, 23h, ils se couchaient au lieu de se coucher à 23h30, minuit ou minuit et demi. Et du coup, les gens étaient moins fatigués, ils étaient plus productifs, ils étaient plus souriants. Voilà. Et juste je prends en note, mais je voudrais juste revenir sur l'un des Bien points que tu sûr. as mentionné, pour, peut-être des personnes qui connaissent pas forcément la notion, c'est RGESN. C'est le référentiel d'éco-conception qui est défini par l'État français en collaboration avec l'INR et d'autres associations comme l'ADEME, D'accord. si je dis pas de bêtises. OK. Mm. Donc, je rebondis, sur, les 3 axes, dont on justement que tu as mentionné, que j'ai mentionné également au Mm. départ. La satisfaction un peu des créateurs, le bien-être de l'utilisateur et la partie, Mm. green IT. Et j'aimerais bien qu'on fasse Mm. un autre focus sur chaque point, en abordant, d'autres aspects. Donc par exemple pour, le bien-être, des créateurs, moi quand je pense à cela, je pense à la Mm. collaboration. La collaboration, c'est un Ouais. point, essentiel et l'agilité a une place, cruciale, Mm. dans tout cela donc mais est-ce qu'on peut considérer que les méthodologies, agiles sont toujours, aussi pertinentes et d'actualité, surtout dans un contexte, évolutif, comme, Alors, on est, mm. actuellement? La réponse est non, parce qu'il y a toujours dans la question. Quand il y a toujours, la réponse est non. Ou quand il n'y a jamais, la réponse est non aussi. Euh, de façon plus pragmatique, l'agile théorique, l'état d'esprit agile
est en parfaite adéquation avec le bien-être des personnes qui travaillent sur ce produit, sur ce service. Néanmoins, l'agile tel qu'il est mis en œuvre ou tel qu'il est pratiqué va souvent à l'encontre de ce bien-être. J'en ai parlé tout à l'heure avec le quick and dirty, le sprint, ce qu'on doit livrer dans les 2, 3 semaines, c'est pas nous qui choisissons, on nous l'impose et ça doit être fait et de toute façon, il y a pas le choix. On arrive sur souvent des sortes de mini, cycles en V où, comme pour le cycle en V, la variable d'ajustement, c'est la qualité. Donc on livre des choses de mauvaise qualité, dégueulasses. Et le problème avec l'agile, c'est quand on livre quelque chose de mauvaise qualité, ça nous pénalise énormément sur la suite parce que c'est une construction incrémentale, donc c'est les fondations, et ensuite on va construire sur des fondations de mauvaise qualité, et ça va se casser la figure très rapidement, ou trop rapidement. Mmh. D'accord. Donc si on part maintenant sur, l'utilisateur. L'utilisateur, un autre point aussi, d'actualité, l'accessibilité, avec, bientôt, l'entrée en vigueur de la norme, RG2A. Après c'est peut-être juste, une impression de ma part, mais, c'est comme si ce sujet arrivait du jour au lendemain, sur la table et est maintenant devenu, l'une des priorités. Est-ce que c'est une impression partagée? Est-ce que il y avait déjà des sujets, en tout cas liés à l'accessibilité avant? Et pourquoi une importance donnée, maintenant, en fait? Tout d'abord, j'aimerais quand même revenir sur, cette notion d'accessibilité. On pense souvent que l'accessibilité, c'est pour, les handicapés, mais au final, ça profite à tout le monde. L'exemple le plus flagrant, c'est, les sous-titres dans les vidéos qui sont faits au départ pour les malentendants, et la génération Z aux États-Unis, plus de 50 de cette génération regardent ces vidéos avec sous-titres parce qu'ils sont dans des environnements bruyants. Donc ce qui est bon pour les personnes qui souffrent de handicap, qu'ils soient temporaires ou définitifs, est bon pour tous les utilisateurs. Ensuite, le sujet de l'accessibilité est présent depuis très longtemps. J'ai travaillé en 2009, alors c'était pas sur du numérique, mais sur de l'accessibilité. Voilà. Néanmoins, ça n'a jamais été une priorité, tout simplement. Et il y a des choix qui ont été faits et le choix est rarement allé sur l'accessibilité. Et qu'est-ce qui fait que maintenant ça devient sur le devant de la scène? Parce que ça va devenir obligatoire. Comme la sécurité qui est devenue plus importante avec la RGPD, c'est cette obligation. Alors les sanctions ne sont pas très grosses, hein, avec le RG2A, je crois que ça va aux alentours de 50 000 €, le site, qui ne respecte pas, mais c'est assujetti à devoir mettre le site aux normes, et vous vous doutez bien que quand vous avez un site et vous avez, heu, une équipe, plusieurs équipes qui ont travaillé, en agile à l'échelle, où on a fait travailler 100 personnes pendant plus un an et demi. Si on se dit: «Il faut tout refaire» ou «Il faut retravailler» et cetera, ça va nous reprendre la moitié du temps, ça coûte cher. Donc il faut éviter cela, c'est de l'anticipation. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que quand j'ai travaillé en 2009 sur l'accessibilité, donc la mise aux normes des, des arrêts de bus, bah, c'était urgent parce que, en 2010, ça rentrait en vigueur et il fallait que ça soit fait, et quand il y a eu un décalage du gouvernement en disant: «Bah, ça sera fait pour 5 ans plus tard», bah, le projet s'est arrêté, en disant: «C'est bon, on aura le temps, on le fera plus tard». Donc c'est vraiment cette notion de priorisation qui est importante, mais le sujet a toujours été là, et je dirais même, c'est cette accessibilité, cette utilisabilité qui a fait des succès. L'iPhone, par exemple, quand il est sorti, était 100 fois plus accessible que, les BlackBerry où on avait des claviers avec des trucs qui faisaient 1 millimètre et cetera, où il fallait appuyer pour, le smartphone existait, les écrans tactiles existaient, sauf qu'ils ont rendu quelque chose, d'accessible et d'utilisable à tous. Voilà. Donc ça faisait quand même D'accord. la différence, et l'iPhone est sorti il y a un petit moment maintenant, on est à l'iPhone je sais plus combien. Voilà. Donc c'est pas un nouveau sujet, en fait, hein. C'est vraiment, Mmh. c'est juste qu'on en entend un peu plus parler, dorénavant, mais les enjeux sont C'est toujours une là. ancien sujet, nouvelle priorité, s'il faut.
D'accord. OK, je prends en compte. Ouais. Mmh. Et donc ça me fait penser à un autre point, toujours, pour, les utilisateurs, Mmh. c'est, on a parlé de l'accessibilité, mais il y a également toujours avec, un logiciel, un enjeu de performance. Est-ce que tu, as vu qu'il y a eu, en 2023, enfin, est-ce qu'on peut considérer qu'en 2023 ça a été toujours, aussi, fort? Est-ce qu'il y a eu des Est-ce qu'on peut considérer, justement que c'est un point, à toujours prendre en considération, qu'il y a une montée, par rapport à différents challenges rencontrés, sur, Alors, la performance? il y a un aspect performance qui est particulièrement important et particulièrement jeté. Ça va être tout ce qui va être lié au temps de réponse. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important, que l'on va tester. Il y a des outils comme Gmeter, Neoload, et cetera, qui sont très utilisés pour, s'assurer que l'on répond, qu'on peut assumer un pic de charge. La performance, c'est pas que ça. Voilà. Je pense que vous voyez tous actuellement, ils essayent d'amener des petites fusées sur la Lune pour remettre, 2-3 petits piétons dessus. Heu, on le faisait avec une calculatrice Casio à l'époque. Maintenant, avec tous nos ordinateurs, on n'y arrive pas. Moi, je suis très jeu vidéo. Aussi, et bah, ce qu'on était capable de faire sur une Super Nintendo ou sur une, Nintendo avec, le peu de puissance, qu'il y avait, on n'est plus capable de le faire avec la même puissance. Il faudrait multiplier par 1000 ou 2000 ces puissances. Donc il y a une vraie problématique aussi au niveau, performance de: est-ce qu'on consomme bien nos ressources? Et c'est vrai que tout ce qui va être, abstraction, librairie et autres qui permettent de gagner un peu de temps lorsqu'on va développer, vont faire qu'on va consommer très souvent plus de ressources que nécessaire. Voilà. Donc là aussi, il faut faire attention au niveau des performances. C'est un sujet qui est pas forcément toujours d'actualité et qui est pas prioritaire, mais c'est un sujet dont j'ai entendu parler déjà depuis, 2017, avec notamment une conférence de Green Spectre. D'accord. D'accord. Et donc si je repars un peu sur les 3 aspects, on a parlé, du bien-être, du créateur, de bien-être utilisateur et puis si on part, côté, Green IT. Donc là, la question, ça va être plus, comment on peut intégrer dans les processus de test, les préoccupations environnementales et tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, de durabilité. Alors, heu déjà pour commencer, c'est toujours, bah, travailler sur, les exigences, les requirements, la valeur, ce que l'on veut apporter et ça, pour ça, il y a le RGESN. C'est du shift left, c'est du shift left pur. Ensuite, heu, voilà, c'est est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pas faire? Est-ce qu'il y a besoin de numériser? Est-ce qu'il y a besoin d'utiliser l'IA? Est-ce qu'il y a besoin d'utiliser cela? Quels vont être les coûts? Et qu'est-ce que ça doit rapporter? Il y a toujours du pour, il y a toujours du contre, il faut être capable de de mesurer cela et c'est vrai que le RGESN, les questions qu'il pose, est-ce que, ça tourne sur des terminaux de plus ou moins 5 ans? Est-ce que, il y a eu une étude qui a donné un avis favorable par rapport à la contribution environnementale? Est-ce que c'est open source? Est-ce que c'est transparent? Beaucoup de questions comme ça, en fait, qui sont données. Je crois qu'il y en a plus de 90 qui sont par différents secteurs, qui sont vraiment utiles et qui vont permettre de dire: «Bah, voilà ce qu'on va tester, voilà ce qu'on doit même si c'est pas testé, voilà ce qu'on va regarder et ce sur quoi on doit s'interroger». Ensuite, il y a le shift right et en production, comment ça fait? Comment on fait pour être plus efficace? Notamment dans les questions du RGESN, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir aller tester ensuite. Il y a est-ce qu'on envoie des flux, vidéo qui sont, cohérents avec le terminal qui va les recevoir? Je suis sur mon téléphone là, je sais pas, quelques pouces, ça ne sert à rien, même si je suis sur Netflix, qu'on m'envoie du 4K sur ce téléphone. Alors moi, j'ai les yeux pourris sur un téléphone, du 720p, c'est plus que suffisant. Voilà. Donc ça sert à rien et ça permet d'être plus économe en énergie. L'idée n'est pas de dire: «Il faut passer service» ou de pointer du doigt des services, des mauvais services. L'idée est: comment on fait pour être sobre et sobre, ça veut pas dire être ça c'est pas péjoratif, c'est pas mauvais, ça veut pas dire, décroissance. C'est-à-dire utiliser ce dont on a besoin pour faire ce que l'on veut. Voilà. Donc, il y a toutes ces notions avec les RGESN et des questions à se poser et je dirais même que la plupart du temps, c'est pas le testeur.
qui va se poser les questions. C'est juste l'habitant, le citoyen lambda qui est dessus. Mais dans tout testeur, il y a derrière un citoyen lambda. C'est vrai. Et donc face à, justement tout ce qu'on s'est dit, juste avant, le principe qualité durable, on a parlé, des compétences, on a parlé, voilà, de des avancées technologiques, là, cette année, si, il y avait vraiment un sujet qui devait être prioritaire, selon toi pour les testeurs, quel serait ce sujet, en fait? Que Alors, faut-il prioriser? pour moi, le sujet prioritaire, c'est la qualité durable. Mais je réponds bien pour moi. En fait, selon les personnes, il va falloir que chacun détermine quels sont pour lui les sujets prioritaires, les sujets à traiter. C'est un peu comme, n'importe quel logiciel. On va déterminer qu'est-ce qu'on va tester sur ce logiciel, sur quoi on veut se concentrer. Bah, moi, j'invite toutes les personnes qui sont dans le test à regarder, à se considérer comme le logiciel. Qu'est-ce qu'elles ont? Quelles sont leurs connaissances? Qu'est-ce qui leur plaît? Pour décider, bah, qu'est-ce qu'elles vont tester? Et là, ça va être sur quoi, je vais investir de mon temps pour avancer, pour m'améliorer. Ça peut être un, ça peut être 2, ça peut être 3 sujets, mais selon les appétences, est-ce que, je préfère, ce qui est technique, plutôt ce qui est méthodologique et suivant ses compétences et les demandes du marché, bah, savoir s'orienter. Voilà. C'est vraiment ça que je conseille. Donc moi, ma réponse qualité durable, je serais évidemment super heureux que ça devienne, une priorité pour, beaucoup de personnes. Mais il faut pas dire: «Ça va être la priorité, la qualité durable» parce que, c'est la priorité de marque. Non, il faut vraiment le choisir, par rapport à soi et par rapport évidemment, au contexte actuel. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Mmh. Justement, là, ce que je propose, pour compléter, cette, rétrospective et aussi, voir un peu les enjeux, en fait, de 2024, Mmh. je vous propose justement, je vais laisser, la parole aux personnes, qui sont présentes et qui participent. Si vous avez des questions, je vois d'ailleurs qu'il y a OK. Une première question, mais n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On a prévu justement ce temps pour pouvoir répondre à des sujets, parfois qui vous tiennent à cœur ou que vous avez constatés, pour pas que ce soit essentiellement juste, Hortense et moi, qui posions nos propres questions. Mais je vais commencer déjà par, Marc, te poser cette question-ci. Face à la complexité croissante des architectures logicielles, comment peut-on adapter les pratiques de test? Bah, alors ça, je vais pouvoir revenir un peu aux bases de l'ISTQB. Les niveaux de test sont très pratiques, en fait, pour, bien comprendre cette notion. Parce que tout est constitué de composants, même si on arrive sur les logiciels les plus complexes. La différence avec les logiciels complexes par rapport aux petits logiciels que l'on avait, c'est que les composants de ces, logiciels complexes sont souvent des logiciels eux-mêmes. Mais de manière toute pragmatique, en fait, ça veut dire qu'on va avoir un peu à la manière de poupée russe, notre logiciel dans lequel il va avoir d'autres logiciels. Donc va falloir traiter, en fait, chaque logiciel avec les différents niveaux de test et ensuite les intégrer entre eux au fur et à mesure pour arriver jusqu'en haut. Alors c'est une réponse très méthodologique, mais c'est vraiment vraiment ça l'idée. Il faut réussir à revenir un peu à l'essentiel, réussir à bien comprendre ce qui est fait et comment cette architecture pour savoir comment on va tester. C'est à peu près ce que je propose quand on est sur de l'agile à l'échelle. C'est ce que je dis, en fait, chaque équipe va développer son produit et c'est ensuite ces produits qui vont constituer, heu, ces mini produits qui vont constituer le produit global que l'on essaie de développer en agile à l'échelle, souvent en safe. Voilà. D'accord, merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, on a une question Mmh. de Amine. Quelles sont les nouvelles compétences, techniques, demandées dans le marché, concrètement? Alors, des compétences techniques, il va y avoir des marchés de niche où il y a pas beaucoup de personnes sur le sujet qui connaissent. Je pense à l'accessibilité, je pense à la performance, je pense à la sécurité. C'est vraiment des sujets, à forte valeur ajoutée. On n'a pas beaucoup de personnes qui ont des compétences, mais qui trouvent assez facilement
des besoins. Sinon, tout ce qui est test API, automatisation, et au-delà de l'automatisation, en fait, l'important, c'est pas de dire que automatisation. Souvent, ça va être lié à des outils, l'automatisation. Alors oui, il y a les bases, savoir concevoir un automate avec une bonne architecture. Il y a des notions de base très importantes que l'on retrouve dans l'ISTQB automatisation. Mais pour le reste, il faut se concentrer sur des outils, je pense. Actuellement, en open source, il y en a un qui est en train de gagner beaucoup de parts de marché, c'est Playwright. Donc, dans les nouvelles compétences techniques, ou dans les nouveaux outils, pour moi, c'est un outil où faut garder un œil dessus. Mais c'est pas parce que c'est nouveau que c'est toujours très efficace. L'outil d'automatisation le plus utilisé, d'après l'enquête du CFTL là, qui est sortie cette semaine, c'est Robo Framework, devant du Selenium, devant du Cypress. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, moi j'ai une question. J'ai par exemple un client qui voudrait s'intéresser à l'intelligence artificielle car il sait que il a bien compris qu'il y avait un enjeu, qu'il y avait une possibilité de gagner en productivité et de gérer les activités chronophages et simples pour se concentrer plus sur des activités à forte valeur ajoutée. Et typiquement, il demande à nos consultants ou à notre consultant senior de se renseigner, de faire de la veille, de faire des propositions sur cette partie-là, intelligence artificielle. Comment nous, on peut les accompagner, les aider dans ces démarches pour qu'ils soient force de proposition en clientèle? Alors déjà, il y a tout ce qui est une partie veille. L'IA, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une partie, on peut expérimenter, regarder ce qui se fait, mais ça se fait souvent à titre personnel. Lire qu'est-ce qui est proposé, quels sont les usages. Quand on est directement chez un client, avant de se poser les questions de quels sont les usages de l'IA, c'est de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin et comment je peux y répondre. Alors des fois, ça va être l'IA et des fois, ça ne sera pas lié à la réponse. Dans le cas où c'est l'IA, il va falloir être capable d'identifier si, si on peut mettre en place un POC, savoir aussi pouvoir s'assurer que ce POC est bien suivi. Est bien suivi et qu'on en retire les bonnes valeurs avec les bonnes métriques, les bonnes mesures et qu'on a fait les bonnes manipulations pour avoir des résultats cohérents ou les résultats qu'on pourrait avoir. Ça, c'est assez complexe et voilà, il y a des formations qui vont voir le jour assez rapidement, qui vont permettre justement de mieux, cibler cela. Parce que le problème, dire qu'on utilise l'IA, c'est un peu comme qu'on disait il y a 20 ans: «J'utilise mon ordinateur». Voilà. C'est très large, c'est très vague, donc il faut réussir à spécifier et ensuite, il faut réussir à mesurer et savoir comment implémenter. Donc, pour moi, c'est ça. En fait, c'est avoir des personnes qui s'y connaissent suffisamment, donc qui ont été formées, pour au moins, en fait, identifier les bons usages et identifier une manière de mettre en place. Ensuite, pour revenir à l'IA, oui, ça peut faire gagner de la productivité, oui, ça peut faire gagner pas mal de choses, mais il faut aussi se poser la question, ça peut faire gagner, mais à quel coût? L'IA, ça coûte souvent très cher et c'est vrai que, souvent, il y a des moyens beaucoup moins coûteux et tout aussi efficaces et plus rapides à mettre en place qui sont possibles. Je pense notamment sur toutes les IA qui sont là pour conseiller des vidéos, les IA qui sont là pour prioriser, des tests. En fait, des fois, il suffit d'avoir une bonne traçabilité avec des bons tags, des bons niveaux de priorité et on arrive à prioriser les tests très simplement, très facilement avec, son ALM et pour suggérer les vidéos, aussi des tags. Quel est le thème? Quel est le réalisateur? De quoi ça parle? Et dire: voici des vidéos, correspondantes. Tout ça en respectant les données des utilisateurs. C'est pas magnifique? Moi, j'ai une question toujours concernant l'IA. L'utilisation de l'IA dans le cas pour écrire des cas de test. Et on voit sur le terrain que ça marche bien. Et ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose. Ça a externalisé chez Picard. Puisque sur Neoload, j'avais travaillé un dossier d'externalisation qu'on avait filé à IT. Il y avait quelqu'un qui avait son micro ouvert, je viens de fermer, Alan. Vous pouvez reprendre.
Qui doit reprendre? Alan, Mm. vous. Ah, ok. Mm. Mm. Pardon. Oui, je disais j'avais une question sur l'utilisation de l'IA puis l'impact sur les métiers de test. Aujourd'hui, on a des clients qui sont très intéressés pour faire écrire à l'IA des cas de test et puis ensuite, ce qui facilite après, typiquement, les tests fonctionnels, mais aussi l'écriture de tests automatisés. Et on a aussi des clients qui nous demandent de réviser les scripts développés avec l'IA pour les optimiser. Quel est l'impact pour toi sur le moyen long terme, sur les métiers du test? Alors, le premier usage dont tu as parlé, c'est un usage que propose l'outil Gravity. Voilà. Donc l'outil Gravity va regarder les usages et va proposer des tests de régression par rapport à l'utilisation. Donc c'est très bien, ça permet d'avancer, ça permet de connaître les usages en production, parce que souvent ils ne sont pas connus, donc c'est plus compliqué de prioriser les tests. Par contre, les tests qu'ils proposent, qui sont écrits derrière, il n'y a pas d'assertion, il n'y a pas de vérification, donc c'est une base de départ contre l'humain et il faut continuer à avancer. Donc ça demande quand même des compétences. Il y a d'autres sujets où les gens vont demander à un LLM, type ChatGPT, de dire bah voilà, fais-moi des tests, comment écrire ces tests, etc. Ils vont proposer des choses, mais c'est des choses qui vont être à compléter. Donc c'est exactement ce que tu disais, ça peut faire gagner du temps. Ensuite, il ne faut pas oublier que quand on veut automatiser, souvent, bah, il va falloir automatiser beaucoup de tests qui vont passer par certains endroits, donc il faut factoriser. La factorisation, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment là lorsque l'on va faire du chat GPT. Donc, ça peut créer des scripts de table, ça peut être intéressant dans certains cas, surtout si on peut les recréer très facilement à la volée. Dans le cas où on veut les maintenir, ça ne sera pas bon. Mais ça reste une vraie problématique en fait, de l'IA. Kereval en avait parlé à la JFTL l'année dernière, c'est que l'IA va permettre, d'automatiser certaines activités de base qu'avant on donnait à des testeurs. Si l'IA va partout, on n'aura plus de testeurs juniors et on devra toujours avoir des, testeurs expérimentés pour vérifier ce que propose l'IA. Le problème, c'est que ces testeurs expérimentés, au bout d'un moment, ils vont sortir du marché du travail. Et quand ils sont sortis, s'il n'y a pas de relève, il n'y aura plus personne pour tester. Je ne suis pas inquiet par rapport à ça, dans le sens où l'IA, ça demande quand même des ressources, de l'investissement, et que sur pas mal d'éléments, euh, on sera toujours, il y aura toujours besoin de testeurs, de manuels et même de juniors. Mais c'est vrai que ça permet d'avancer, ça peut permettre d'accélérer. Encore faut-il, et ça c'est très important, savoir bien poser les questions et bien orienter. Euh, et ça, on en parle avec, par exemple, le métier de prompt engineer pour les outils comme ChatGPT. C'est-à-dire, l'IA peut produire de la qualité si on lui met en entrée de la qualité. Il faut savoir comment parler à cette IA. Ça aussi, ça fait partie des formations et ça fait partie des compétences que certains testeurs devront acquérir. J'espère avoir répondu correctement à la question. C'est que tout est bon? OK. On poursuit alors avec une autre question qu'on a eue, assez spécifique. Mm. Donc de la question d'Amine qui est donc actuellement, stagiaire dans une entreprise de développement en Tunisie et tout en étant testeur également et donc là, c'est plutôt un cas, c'est on a proposé à Amine un double poste de commercial et de testeur et est-ce que selon toi, donc c'est un petit conseil, est-ce que selon toi, Marc, il faudrait faire, le double métier ou bien, rester concentré, rester pleinement sur, le métier du test? Alors, je vais dire, être commercial et être testeur va avoir un avantage, c'est celui de connaître le terrain. De connaître le terrain et d'être un peu moins «déconnecté» entre guillemets de ce que font les utilisateurs. Ensuite, de manière générale, j'ai pas un conseil tout frais en disant: «Oui, prends cette double casquette» ou «Non, fais que testeur». Heu, la réponse c'est: qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu, veux aller, vers,
un côté plutôt technico-commercial, c'est-à-dire vraiment voir les clients, échanger avec eux tout en étant capable de connaître techniquement le produit, d'aller faire ses tests et dans ce cas-là, banco, c'est ce qu'il faut faire? Ou est-ce que c'est plus le métier de test que tu veux approfondir? Et dans ce cas-là, ça risque d'être, entre guillemets, du temps qui sera moins bien investi. Donc plutôt que te donner une réponse, Amine, je te dirais: réfléchis à ce que tu veux faire, où tu veux aller. Ensuite, tu as l'avantage là, c'est un stage. Donc un stage, ça dure, X mois, mais c'est pas oui. Donc, dans le cadre d'un stage, si j'avais un conseil, c'est ça coûte rien d'essayer un peu le métier de commercial pour voir comment tu le ressens. De toute façon, ça ne durera que quelques mois. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions, sur, des sujets spécifiques à ce que vous voyez sur le terrain ou bien, des sujets qu'on a abordés? Pas d'autres questions? OK. Parfait. Alors dans tous les cas, on reste disponible, hein, pour vous pouvez, directement, me contacter. Vous avez mon adresse email, hem, pour, me contacter si vous avez une question et puis nous, on y répondra même si, c'est, post-webinar. Aucun problème sur ce sujet. Vous recevrez, un petit mail, avec, le lien d'accès, au replay pour revoir certains points et puis, pareil, vous aurez directement, aussi, je remettrai mes coordonnées, donc vous aurez la possibilité de me contacter pour que je puisse, transférer vos questions, à Marc. Merci beaucoup en tout cas, d'avoir participé et puis je vous souhaite, à tous une très belle journée et en espérant vous revoir, lors de nos prochains, webinars. Bonne journée à tous.